Après 10 années de chefferie et donc de participation à ces réunions, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Dès que c'est à l'échelle organisationnelle, institutionnelle, il faut s'auto-évaluer, il faut rendre des comptes. Avec toute cette culture managériale qui est arrivée dans les hôpitaux il y a une vingtaine d'années et qui a fait des dégâts considérables. Qu'on soit dans une organisation syndicale ou pas, ou qu'on soit dans un AGT, on n'a aucun pouvoir sur les décisions qui sont mises en place dans l'hôpital. Si la décision a été décidée, elle est décidée. C'est pas un audit ou une organisation syndicale qui vont changer les choses. Et ça continue, cette politique continuera, et l'objectif final de cette politique, c'est bien évidemment de supprimer l'hôpital public. Il faut changer de paradigme. C'est vraiment ça, la parole du film. Il faut changer de paradigme. Mais pour cela, il faut reconquérir son espace de travail. Ça revient à la question de nos biens communs. On peut prendre la question de l'éducation nationale. On voit bien qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, on en est à un tel niveau, au niveau du public, que ça ressemble plus à une voie de garage pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé. Et demain, l'hôpital public risque de devenir cette voie de garage pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans l'hôpital privé. Comment se fait-il que même en se battant au quotidien sur le terrain, on voit d'année en année la situation se déliter, alors qu'on est dans des métiers où, à l'origine, on a une motivation qui est absolument énorme. Quand j'étais externe, quand j'étais interne, avant cette chape managériale un peu qu'on a vu arriver, qui s'est traduite par la T2A, la loi HPST, c'est la tarification à l'acte, et puis c'est la gestion pyramidale de l'hôpital, où on met vraiment un directeur tout en haut, qui a, disons, le pouvoir décisionnel et la signature finale, quel que soit le niveau de réunion et de discussion qu'il peut y avoir en dessous. C'est-à-dire que les hôpitaux, alors que c'est de la fonction publique, c'est un service public, sont contraints pour leur investissement, pour leur fonctionnement propre, d'emprunter auprès du secteur privé. Donc en gros, il faut investir son argent dans les hôpitaux, dans les banques plutôt, et ne pas être malade. Pour s'en sortir dans ce système, c'est ça qu'il faut faire. Ou alors, il faut aller, maintenant qu'on a compris le système, il faut se dire, ok, d'accord, la dette elle est là, comment est-ce qu'on fait à partir de là, quoi. Et alors qu'aujourd'hui, les taux sont quasiment à 0%, donc c'est limite rentable de prendre des prêts, on interdit ces mêmes hôpitaux de faire des emprunts. Donc la réelle volonté, très clairement, c'est de détruire l'hôpital. Ça, c'était la partie, on va dire, économiquement parlant, sur les dépenses de l'hôpital. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous, on vit surtout sur les cotisations sociales. Et les cotisations sociales, ce qui est très intéressant, notamment sur le gouvernement Macron, c'est qu'on a pu voir que les cotisations sociales, il y a une loi qui s'appelle la loi Simone Veil, qui dit que toutes les cotisations, toutes les exonérations fiscales qu'on peut faire aux grandes entreprises en termes d'exonération sur les charges sociales sont compensées par l'État. C'est juste une volonté profonde, de ruiner les caisses de la sécurité sociale. Quand on voit qu'il y a 1000 milliards d'euros d'argent dans les paradis fiscaux, enfin, je veux dire, le problème est-il vraiment dans la dépense ou dans les recettes? Et quand on voit à côté tout l'argent qui ne rentre pas dans les caisses, là, il y a un vrai problème. Là, on se demande vraiment quel est le combat qui est mené par nos dirigeants, c'est-à-dire c'est que s'il faut récupérer de l'argent, est-ce qu'il faut le récupérer auprès des hospitaliers au lit du malade, ou est-ce qu'il faut le récupérer auprès des grandes entreprises qui l'envoient aux Bahamas? Aux États-Unis, vous allez à l'hôpital, c'est le banquier qui vous dit quels soins vous allez avoir. Est-ce qu'en France, demain, on accepterait de se faire soigner sur avis de notre mutuelle? Pourquoi est-ce qu'il faut être rentable? C'est toujours ce levier économique, en fait. Quand on en arrive là, c'est qu'on a totalement inversé les valeurs. Par exemple, pour redonner encore quand même quelques chiffres, sur l'année 2020, le remboursement de l'intérêt de la dette des hôpitaux est quasiment à hauteur de 1 milliard en France. Mais la diminution des budgets a été de 800 millions. Et en même temps, on leur a demandé de payer des intérêts de l'énorme dette à hauteur de 1 milliard. Tant que la population ne sera pas informée de ces changements de règles du jeu qui sont fallacieuses, malheureusement, on ne pourra que continuer dans ce délitement et puis finalement les gens vont peut-être finir par réagir quand réellement ils vont voir les uns après les autres leurs structures de soins fermées, leurs hôpitaux s'éloigner, et c'est entre autres lié quand même à cette pandémie qui sidère absolument tout le monde. Les gens ne sont plus en état de raisonner, les gens subissent, tout le monde, que ce soit les professionnels de santé eux-mêmes que la population. Est-ce qu'il y a quelque part, on n'est pas arrivé à un stade où finalement les gens la population, de manière globale, a fini par accepter qu'on se dirigeait vers ce système privatif de la santé? Je dirais que là, à l'heure actuelle, les premières personnes à subir les conséquences de ce système depuis quelques années, c'est les personnes âgées. C'est pas celles qui vont aller manifester, qui vont aller gueuler, très clairement. On s'attaque aux gens qui, de toute manière, ne pourront pas crier, ne pourront pas hurler. Là, quand on voit des bronchiolites avec des enfants qu'on peut pas transférer sur Paris, qu'on est obligé de transférer à l'Île-de-France,
Là oui, là tout le monde commence à se rendre compte que là oui, il y a un vrai problème. Mais sur une personne âgée qui peut passer 48 heures ou 72 heures aux urgences parce qu'il n'y a pas de place dans les étages, bah c'est tous les ans comme ça. Donc en fait... Voilà comment nos instances dirigeantes raisonnent pour régler le problème de l'hôpital public. Il y a un faux débat, en fait, l'État pense que plus on met des moyens, plus ça veut dire que le système hospitalier en face c'est le meilleur. Si on prend juste la part de PIB, on doit être à 11,5%, on doit être le 3e pays à mettre le plus d'argent dans la santé par rapport au PIB. Les deuxièmes doivent être les Suisses avec 11,7%, et les premiers c'est les Américains avec 16,8% de leur PIB. Très clairement, s'il y avait un lien entre le pourcentage de PIB qu'on mettait dans le système de santé et l'efficacité du système de santé, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est monstrueux, ça doit être, c'est merveilleux. C'est pas du tout le cas. Très clairement, on est plus proche du Moyen-Âge là-bas que d'un système de santé moyen. Même en Angleterre, je pense que c'est largement au-dessus que le système américain. Donc on voit bien qu'il y a quand même un mensonge en termes de chiffres à faire croire que plus on met des moyens, plus l'autre système est efficient. La réalité, c'est dans quoi est-ce qu'on met ces moyens, vers quoi ces moyens sont alloués. Et quand on voit, par exemple, je vais reprendre encore l'exemple de mon hôpital, mais l'hôpital Beaujon et l'hôpital Bichat, si on veut rénover les deux structures, ça coûterait moins d'1 milliard. Là, on est en train de construire un nouvel hôpital, ça va atteindre presque 2 milliards d'euros. Et pourtant, dedans, il y a 400 lits en moins et près de 1000 professionnels en moins. Donc on peut se dire, on ne comprend pas très bien comment est-ce qu'on peut mettre énormément d'argent dans un système où, en fait, qui rend moins bien qu'avant. Ce qui coûte le plus cher à l'hôpital public à l'heure actuelle, c'est la masse salariale. 60-70% de la masse d'un hôpital, c'est le salaire. Le but du jeu, c'est de la baisser. C'est tout. En fait, on va être très clair. S'il faut rentabiliser l'hôpital, il faut rentabiliser la masse salariale, il faut la baisser. C'est tout. Et c'est là où on rentre dans une maltraitance qui est complètement institutionnalisée. Mais le terme institutionnel, là, il est juste fait pour faire beau. Mais c'est juste de la maltraitance. Et ça se généralise et ça devient une habitude de travail. J'ai fait un week-end il y a 2 semaines. On a une dame de 72 ans qui est restée pendant 3 jours sur un plan dur. Même si elle était vaccinée. Enfin, elle avait une fracture de cervicale. On ne pouvait pas l'opérer le week-end parce que ça nécessitait de mettre une protection dans le champ opératoire. On l'a gardé pendant 3 jours sur le flux des urgences sur un brancard, sur un plan dur, donc c'est le plan des pompiers, hein. Donc c'est clairement pas un truc super agréable. À 72 ans, je trouve personnellement que là on n'est même plus dans la maltraitance, là ça devient carrément de la torture. Donc oui, il y a un vrai problème à l'hôpital. Je peux faire le tempo sur les urgences parce que vraiment c'est le monde de la maltraitance. Que ça soit sur les personnes psychiatriques, on n'a plus de psy de garde bientôt. On n'en aura plus, ce qui veut dire que si on a un patient psychiatrique qui arrive à 19h, eh ben, il a 99% de chances qu'on le déshabille, qu'on l'attache et qu'il soit revu le lendemain à 9h30. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont contentionnés. Avant, on pouvait contentionner sur 8-9 heures maximum. Aujourd'hui, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours contentionnés sur un lit. Ce qui est totalement illégal. Dans le droit, dans les droits et dans les suppressions de droits, on est totalement hors délai légal. Mais il n'y a plus aucun regard sur ce qu'on fait. Et c'est du n'importe quoi. Très clairement, on est dans du n'importe quoi et ça a tendance à s'aggraver. En fait, on voit bien que le système à l'heure actuelle, à l'hôpital là où je suis, ça devient absolument incroyable. C'est-à-dire que les urgences sont pleines, on n'a plus de lits en aval, donc on presse les services d'en haut en leur disant qu'il faut se dépêcher. Donc les services de chirurgie, qu'est-ce qu'ils font? Là où avant une opération, il fallait garder 5 ou 6 jours post-opératoire, on va garder 3 ou 4 jours. Donc on fait sortir plus vite les gens, on raccourcit les durées médicales de ces jours. On fait sortir plus vite les gens, sauf que l'effet secondaire c'est quoi? C'est que ces gens vont faire des complications, vont revenir, et aujourd'hui on attend des services, 30 à 40% des gens, c'est juste de la reprise de sepsis. Et on se dit, mais on marche sur la tête en fait. C'est-à-dire, c'est que là on va aller droit dans le mur, mais à un moment, on va plus pouvoir rentrer les gens, c'est plus possible. Et on attend juste le moment où ça va bloquer. Il y a 20% des lits qui sont fermés à la PHP à l'heure actuelle, par manque de professionnels. Vous allez dans des endroits comme la Creuse, ou actuellement en Loire-Atlantique, et c'est bien n'importe quoi. Vous avez des fois des nuits, je vous dis, c'est 60 km pour trouver les premières urgences. Donc voilà, on est vraiment en train de mettre en danger la population, et si la population ne se réveille pas, on va devant de grave déconvenus, parce que oui, effectivement, demain, on ne pourra plus faire fonctionner ce système, et demain, effectivement, l'hôpital public s'effondrera, non pas parce que les politiciens auront décidé de l'effondrer, mais juste parce qu'il n'y aura plus personne à l'intérieur pour le faire fonctionner. Donc il s'effondrera de lui-même, sans que vraiment le politicien n'ait besoin de plus le pousser pour qu'il s'effondre. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, les gens, ils sont tranquilles devant leurs écrans, et c'est réellement une sorte de dictature molle comme ça, hein. C'est-à-dire on est tous chez soi avec son petit chauffage, son petit Xanax et son petit écran, et c'est terminé. Et on est bien dans ce petit confort-là, et tant qu'on a ce petit confort-là, qui bien évidemment est dosé, eh bien on n'ira pas dans la rue. On voit bien que voilà, c'est une politique qui est voulue, et aujourd'hui on est en train d'abandonner l'hôpital public, on attend de le voir mourir peu à peu. C'est hallucinant, c'est même pas se poser la question de pourquoi les gens ne veulent pas rester. Là, l'État va vous répondre, c'est à cause du Covid.
Non, je suis désolé, le Covid, c'est une pathologie. Enfin, je veux dire, on a l'habitude, enfin, tout le monde a traité des pathologies plus ou moins lourdes. Le Covid, ça a été une période assez extraordinaire sur un certain nombre de points, parce que voilà, c'est la première fois qu'on voit un hôpital rempli à 99% par une seule pathologie. Mais en soi, c'est quand même une pathologie comme une autre qu'on sait traiter, qu'on sait prendre en charge, et voilà, et dont les conséquences, on les connaît, et on sait prendre en charge aussi un accompagnant vers la mort. La question, c'est aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les professionnels s'en vont? Qu'est-ce qui, depuis le Covid, nous a mis dans cet état-là où, à la fin de la première vague, on avait un espoir monstrueux qui s'est mais complètement éclaté, parce qu'en réalité, très clairement, les décisions qui ont été prises sur le Covid, c'est de regarder ce qu'on a réussi à faire sur le Covid, c'est-à-dire nous désorganiser, nous casser notre groupe de travail, ce qui était très important à l'heure actuelle, c'est-à-dire c'est ce qui fait tenir l'hôpital à l'heure actuelle, c'est ces groupes de travail qu'on a entre professionnels. C'est parce qu'on se connaît et qu'on arrive à travailler ensemble dans une sorte de confiance. La confiance à l'hôpital, c'est ce qui est le plus important entre professionnels. Vous ne pouvez pas avoir une confiance avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais travaillé. Derrière, qu'est-ce que l'État s'est dit? Ils sont capables de faire ça, on va garder ce système-là. Si vous voulez, ce sacrifice qu'on a fait, ils se sont dit, s'ils sont capables de faire ça et de fonctionner dans cet état-là, ça veut dire que l'hôpital peut fonctionner comme ça demain. Ça veut dire que demain, un infirmier, quel qu'il soit, pourra aller faire un jour de la chirurgie, un jour du truc comme ça, un jour des urgences, là où il y aura besoin. C'est-à-dire adapter le personnel suivant les besoins de l'hôpital. On ne peut pas être juste un infirmier. Enfin, je veux dire, un infirmier, moi, à mon époque, on disait qu'il fallait au moins 5 ans dans un service pour comprendre et connaître bien le service et son fonctionnement. Donc demandez-vous maintenant la qualité des soins, qui va en pâtir. Parce que si vous avez un infirmier qui reste moins de 4 ans à l'hôpital, forcément, vous allez avoir une diminution de la qualité des soins, ne serait-ce que par les échanges qu'il va y avoir ou par la transmission de données qu'il va y avoir. Quelqu'un qui a 4 ans d'expérience n'aura pas la même transmission de savoir et de connaissances que quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans, 30 ans dans le même service. Et aujourd'hui, on est en train de perdre ça, et on a de moins en moins ces leaders qu'on avait pu connaître dans les services, des anciens infirmiers, des gens qui avaient fait toute leur carrière dans le service et qui avaient monté même quasiment ce service de leurs mains à une certaine époque. Aujourd'hui, on a totalement perdu ça. Et aujourd'hui, on est juste utilisé comme véritablement des pions. C'est-à-dire qu'on est des pions sur un échiquier ou sur un tableur Excel qu'il faut dépasser et qu'on place comme ça. Et c'est une perte de sens totale dans notre profession et dans notre prise en charge des patients.